Vous faites bien de suivre la télévision rwandaise et bienvenue à ce journal avec à la présentation, moi-même Jean Damascène Manishimwe, et sans transition, le développement de ce journal. Les chercheurs, les médecins et les experts dans le domaine de la santé estiment qu'il faut redoubler d'efforts pour protéger les enfants contre la contamination au VIH-Sida dès la naissance, car les statistiques montrent que le taux de contamination de ces enfants se manifeste toujours dans le monde. En 2020, on dénombrait plus de 1 500 000 enfants contaminés au VIH-Sida dès la naissance, quand 6% d'entre eux n'ont pas pu avoir accès aux antirétroviraux. Dans cette même année, on a dénombré environ 150 000 nouvelles contaminations chez les enfants. En 2021, les contaminations journalières à des enfants s'élevaient à 860 000. Pour le Rwanda en particulier, le ministère de la Santé indique qu'en 2021, 95% des femmes enceintes ont reçu des médicaments de prévention, ce qui a fait que 98% des enfants qui naissent ne contractent pas le VIH-Sida. Jusqu'à mardi, Montréal accueille plus de 6 500 participants à la 24e conférence internationale sur le sida. Durant la rencontre, des chercheurs, des médecins, des représentants de l'industrie pharmaceutique, mais aussi des patients, des représentants de groupes communautaires, des politiciens discuteront des derniers résultats de recherche et différentes réalités des personnes qui vivent avec le VIH-Sida. Les opérateurs économiques qui ont investi dans l'extraction minière sont invités à fournir des efforts dans des activités anti-érosives en commençant par leur site de travail. Le ministre de l'administration locale, Jean-Marie Vianney Gatabazi, indique à ce propos que c'est dans l'intérêt de la protection des habitants vivant à proximité de ces activités que cela doit être fait. Kassim Oussouf nous fait le point. Un peu partout sur le territoire national, l'on observe que beaucoup de gens investissent dans l'extraction minière et pourvoient de l'emploi à pas mal de personnes. Plus les années passent, plus le progrès dans l'extraction minière augmente. Cependant, de telles activités ne manquent pas de détériorer l'environnement de la place où elles sont exécutées, bien que les organes concernés exigent la réparation de la zone délabrée. Ceux qui ont investi dans ces activités indiquent qu'ils font tout ce qui est possible pour lutter contre l'érosion, surtout que les sites où s'effectue l'extraction minière présentent de fortes pentes d'inclinaison. En fait, l'extraction minière s'effectue sur les collines et entraîne la dégradation du sol, mais les mesures mises en place consistent à voir comment effectuer le travail sans causer des dommages. On sait très bien que les produits d'extraction vont de pair avec des déchets, mais l'objectif est de travailler en évitant la dégradation de l'environnement. Les travaux communautaires de ce samedi 30 juillet se sont principalement focalisés sur la réhabilitation et la mise en place des nouvelles fosses anti-érosives. Ces travaux au niveau de la ville de Kigali se sont déroulés dans le secteur de Kigali, souvent responsable de la pollution des eaux de la rivière Nyabarongo suite à la forte pente d'inclinaison des collines avoisinant cette rivière. Les habitants de la cellule de Ruriba estiment que la lutte anti-érosive sur les flancs de ces collines est pour eux très bénéfique. Il s'agit d'un problème sérieux parce que de ces versants du mont Kigali coule beaucoup d'eau et il y a des pierres précieuses qui peuvent partir avec l'eau et ainsi polluer les champs et les cultures. Cette activité de lutte contre l'érosion a encouragé non seulement la société, mais également la population en général. Le ministre de l'administration locale qui se joint aux habitants de ce secteur pour les travaux communautaires au Muganda a exhorté ceux qui ont investi dans l'extraction minière à jouer un rôle effectif dans des activités anti-érosives pour éviter le délabrement de leur site de travail et pour préserver l'environnement dans la rivière Nyabarongo. C'est pourquoi nous avons discuté avec ceux qui font l'extraction minière
au Mont Kigali qu'ils doivent effectuer avec leur personnel des activités anti-érosives sur toute cette partie avec leurs propres moyens et non ceux du gouvernement. Des bénéfices qu'ils tirent de l'extraction minière, ils doivent mettre de côté de l'argent pour la lutte contre l'érosion sur les collines où ils effectuent leur travail, pour que le sol issu de cette activité ne coule pas vers la rivière ou le marais de Nyabarongo. La deuxième chose que nous leur avons demandé, c'est le reboisement de cette colline et la préparation d'une pépinière qui va aider les habitants de cette zone à trouver des arbres et des herbes à planter le long des fosses anti-érosives et à planter chez eux. Le ministre Gatabazi d'ajouter que c'est dans cette saison sèche qu'il faut effectuer toutes les activités nécessaires pour se prémunir contre les catastrophes naturelles, fournir des efforts dans toutes les activités anti-érosives afin d'éviter que pendant la saison de pluie, il y ait beaucoup de dommages. Les experts économiques estiment que le recensement général de la population et de l'habitat est fondamental dans le renforcement des stratégies visant le bien-être de la population et le développement du pays en général. Cela intervient alors que le Rwanda s'apprête à débuter cet exercice pour la 5e fois de son histoire. Alors que le Rwanda lance le recensement général de la population et de l'habitat dans 2 semaines, les autorités intensifient une campagne de sensibilisation de la population pour qu'elle participe pleinement à cet exercice. Dans la ville de Kigali en particulier, la plupart des habitants se déclarent conscients de l'importance de cette opération, raison pour laquelle ils sont prêts à coopérer avec les agents recenseurs pour la réussite de cette activité. Pour mener à bonne fin cette activité, environ 28 000 enseignants du primaire ont été choisis et affinent déjà les derniers préparatifs. Ils se déclarent tous heureux de participer à ce 5e recensement où la technologie sera à l'honneur, contrairement au passé. Ici, nous sommes en formation pour nous préparer au recensement général de la population et de l'habitat. Nous sommes au nombre de plus de 80 participants et on a commencé par nous informer comment ça va se faire le recensement, les outils généraux à utiliser et les travaux à faire. Et maintenant, nous arrivons en pratique où nous faisons le recensement, mais comme exercice sur les téléphones, puisque pour le moment, nous allons faire le recensement général par le téléphone en technologie. Vous m'avez demandé si c'est facile. Oui, c'est très facile, puisque tous les questionnaires sont enregistrés dans le téléphone. Et si vous appuyez sur tel ou tel point, la réponse suivante vient au cours du travail. Alors je vous dis que c'est facile, puisque ça nous fait gagner du temps. Et je pense que ce seront aussi très correctes nos réponses que nous allons donner, puisqu'ils sont immédiatement enregistrés au niveau national. Et pour le suivi, ça sera facile, et pour nous, et pour les gens qui suivent, qui ont la charge de mettre toutes les réponses ensemble. Si le Rwanda s'est fixé la vision 2050 pour accélérer son développement, il va sans dire qu'il ne peut pas y parvenir sans s'appuyer sur les données effectives fiables de sa démographie. Les experts économistes expliquent que le recensement est un outil indispensable de développement. Le recensement général du pays informe le public qu'ils ont quelque chose à faire, surtout à propos des actions qui peuvent aider la population à se transformer d'une façon économique et sociale. Également, le recensement aide la population de connaître là où ils sont et là où ils veulent aller, surtout avec les gouvernements, quand ils fassent la planification, ils utilisent le chiffre ou bien les statistiques qui viennent
du recensement. Le recensement aussi aide au pays à se comparer avec les autres pays qui viennent de la même région pour voir là où ils sont et là où ils veulent aller. Ça aide aussi à transférer le fonds du gouvernement pour continuer à aider la population dans la transformation économique et sociale. Les activités du 5e recensement général de la population de l'habitat au Rwanda sont prévues du 16 au 30 août prochain. Le gouvernement du Rwanda indique avoir initié différents projets pour mettre fin aux problèmes de pénurie d'eau dans toutes les parties du pays. Cela intervient alors que dans certaines parties de la ville de Kigali, les habitants passent de longs moments en attente de ce besoin vital. Kassim Youssouf a effectué un long trajet à bicyclette jusqu'au puits de Kiaruzingue à Gasogi avec 5 jerrycans d'eau qui lui ont coûté 1750 francs rwandais alors que le prix normal d'un jerrycan est 20 francs. Un peu partout dans la ville de Kigali, surtout dans les zones de Gasogi, Rusheshe, Bweramvura et ailleurs, les habitants disent être confrontés aux problèmes de pénurie d'eau pendant un long moment et demandent à la société de distribution d'eau WASAC de leur trouver la solution parce que c'est un problème qui entrave leur développement. La société de distribution d'eau WASAC indique être bloquée par le problème d'insuffisance de canalisation qui ne sont pas encore installées dans toutes les parties, raison pour laquelle elles sont confrontées à la pénurie d'eau. Le ministre des Infrastructures, le docteur Ernest Nsabimana, admet que différents projets de distribution d'eau potable à la population sont prêts à être exécutés dans tout le pays, tel que mentionné dans le programme septennal du gouvernement, selon lequel en 2024, chaque citoyen aura facilement accès à l'eau potable. Les statistiques de l'année dernière de la société de distribution de WASAC révèlent que la population de la ville de Kigali a accès à l'eau potable à hauteur de 87%, alors qu'au niveau national, ce taux est de 76%. La capacité de production journalière des usines d'épuration d'eau de WASAC partout dans le pays est de 327 000 mètres cubes. L'Institut national des statistiques a révélé en 2017 que 72% de la population urbaine au Rwanda peuvent avoir accès à l'eau potable dans une distance de 200 mètres et de 500 mètres en milieu rural. Et place maintenant à notre rendez-vous hebdomadaire, l'entretien de la semaine. Aujourd'hui, nous sommes avec M. Théoneste Nagengirwa, c'est le porte-parole de la Fédération rwandaise du secteur privé. Théoneste, bienvenue dans nos studios. Merci. Nous allons commencer d'abord par vous féliciter parce que vous célébrez 25 ans de l'exposition internationale du Rwanda. Oui, on est en cours de la célébration, mais surtout, on est en train de savourer le bonheur d'avoir passé 25 ans au service de la population. 25 ans, c'est le quart d'un siècle. Et pour commencer, qu'est-ce qui fait votre fierté tout au long de cette période? Nous pensons que l'expo, qui est communément connu comme Expo de Gikondo, c'est la foire internationale du Rwanda. C'était un des événements qui a contribué à développer l'environnement des affaires au Rwanda. Il a commencé en 1998 et en 1998, ce n'était pas le bon moment pour parler de l'affaire, des activités économiques, vu la période de génocide contre les Tutsis qu'on avait vécu en 1994. Donc, le pays venait à peine de sortir de cette période sombre. Et tout le monde ne pensait pas à faire des affaires, mais surtout au niveau international, on pensait au Rwanda que c'était un endroit où on pouvait faire que des dons pour aider les gens à survivre à quoi. Et à partir de 1998, quand on a commencé l'expo, ça a commencé à attirer les gens qui venaient de l'extérieur. Et aujourd'hui, nous connaissons beaucoup des entreprises qui sont venues, qui sont passées par l'expo internationale et qui ont commencé même les affaires ici au Rwanda. Donc, nous pouvons dire qu'il a contribué à l'ouverture de notre économie aux gens qui venaient de l'extérieur, mais aussi à aider les gens qui étaient à l'intérieur à penser à faire du commerce, à faire du business et aussi à montrer aux gens ce qu'ils sont en train de faire. Et justement, est-ce que vous avez une idée sur
disons, la contribution de cette exposition internationale au développement ou bien aux investissements du pays en général? Non, on ne peut pas avoir des données chiffrées sur ce qu'on a fait, mais quand on voit les entreprises qui sont venues et qui ont déjà commencé à produire ici au Rwanda, et ceux qui ont venu et ont ouvert des succursales de vente ici au Rwanda, et même des Rwandais qui ont pu avoir des contrats de partenariat avec les étrangers qui venaient ici pour l'expo, on voit que ça a contribué à l'ouverture du marché du Rwanda pour les étrangers, a aussi aider les Rwandais à accéder au marché international. Mais aussi, il y a un autre aspect que nous tenons à souligner, c'est l'aspect de la contribution de cette expo sur la croissance du Made in Rwanda, les produits fabriqués au Rwanda. Parce que nous avons vu que la plupart des gens qui venaient dans leur foire, quand ils réalisaient ce qui se passait de l'autre côté, des gens qui venaient à l'extérieur, ils commençaient à avoir des inspirations. Il y a même ceux qui ont amélioré les produits parce qu'ils avaient bien travaillé avec les autres qui venaient ici. Alors, d'année en année, on voit la diversification des produits, la qualité qui s'améliore et aussi les gens qui s'investissent dans de nouveaux secteurs d'activité. Donc, on a vu que aussi ça contribue à aider les gens à avancer et aussi à progresser dans l'aspect de la production Made in Rwanda, fabriquée au Rwanda. Et on peut dire aussi que, si je ne me trompe pas, il y a des investisseurs étrangers qui entendaient justement, comme vous le disiez tout à l'heure, qui entendaient parler du Rwanda comme un pays qui était presque mort et qui n'existait pas à cause du génocide des Tutsis de 1994. Est-ce que vous avez une idée sur ces investisseurs-là qui ont choisi la destination du Rwanda pour mener leurs affaires? Oui, on peut même citer les usines comme Azam qui avaient commencé à venir dans l'expo pour vendre les produits qu'ils fabriquaient en Tanzanie ou ailleurs. Et quand ils sont venus ici, ils ont vu que les produits étaient bien appréciés. Ils ont investi au Rwanda. Mais aussi, nous avons même des gens qui sont venus. La semaine passée, j'ai discuté avec quelqu'un qui disait qu'elle venait, c'est une femme, et elle est venue au Rwanda il y a 17 ans. Et à partir de ce moment-là, elle n'a jamais raté aucune expo. Et même actuellement, elle a ouvert une boutique pour vendre ses produits. Donc, ça va de grandes entreprises aux petites entreprises qui viennent ici et qui commencent le business. Mais surtout, ce qu'on apprécie, c'est l'aspect je peux dire, de marketing, que les gens qui viennent dans l'expo font lorsqu'ils retournent à la maison. Et lorsqu'ils disent qu'ils ont été bien accueillis, ils ont bien trouvé l'endroit propice aux affaires. Et nous avons même des gens qui viennent en disant, oui, j'ai rencontré Terre qui était venu à l'expo, il m'a dit que c'était un endroit pour l'investissement, alors je suis venu. Donc aussi, ça contribue à améliorer cette image et à attirer les gens de toutes sortes, surtout la plupart des gens qui viennent ici, et même ceux qui veulent essayer, ou on peut dire, essayer le marché local, ils viennent avec les produits, quand ils voient que les produits sont appréciés, ils ouvrent les affaires ou bien les entreprises ici au Rwanda. Et alors, un autre élément qui me vient en tête, est-ce qu'on peut dire que il y a quelque chose que vous avez appris de ces étrangers, ces grands investisseurs qui participent à cette expo? Oui, nous avons appris beaucoup, surtout du côté de marketing. Quand ils viennent ici pour attirer les clients, pour approcher les clients, pour discuter avec eux, et surtout aussi du côté de l'emballage, comment ils emballent leurs produits, comment ils vendent leurs produits. Surtout, on a vu que les Rwandais, on a des bons produits, mais des fois, sur le côté de marketing, au côté emballage, on est défaillant. Alors, avec je vous donne des exemples, ça nous apprend comment on peut même améliorer, on peut même attirer d'autres clients, par le fait aussi de jouer sur cet aspect-là qui est des fois négligé par notre entreprise. Oui. Venons-en maintenant à la foire actuelle qui est en cours à Gikondo, ici dans la ville de Kigali. Juste au début de cette exposition, on voyait que les Rwandais étaient un peu réticents, les clients n'étaient pas nombreux. Tu peux nous donner une image globale actuellement, il y a presque une semaine? Oui. Je peux dire que la foire sert comme une sorte de miroir de l'économie du pays. Quand l'économie va bien, même des gens à l'expo, c'est très bon à voir. Et on a vu ça surtout avec la période du Covid-19,
Quand les expos qu'on a organisés dans cette période-là, on avait surtout du côté des visiteurs, c'était presque un cinquième des gens qui venaient d'habitude. Et aussi même des exposants, ça a diminué. Mais actuellement, du côté des exposants, on a rattrapé le nombre qu'on avait des exposants en 2018-2019. Donc, du côté des exposants, on a revenu aux chiffres qu'on avait déjà. Mais du côté des visiteurs, on voit qu'il y a une amélioration, une très grande amélioration, parce que les 5 premiers jours, comme tu disais, on vient de faire presque une semaine, on a vu qu'on est déjà à plus de 60% des gens qui ont participé, qui sont venus dans l'expo l'année passée. Donc, pour dire que les 14 jours qui restent, on peut même tripler ou quadrupler le nombre de gens qui viennent ici. Oui. Donc, il y a une reprise des activités, il y a une reprise de visiteurs qui viennent à l'expo, et on espère que ça va être le meilleur des 3 expos qui se sont passés dans cette période de Covid. Oui. Et alors, nous avons pu approcher certains étrangers, surtout, qui sont venus à cette exposition internationale de Kigali, et ils souhaiteraient que le coût de pouvoir y participer soit un peu allégé. Ils disent que c'est un peu élevé. Je ne sais pas si vous prévoyez quelque chose dans ce sens-là pour attirer davantage les étrangers. Ce que peut-être le commentaire que je peux faire, c'est qu'auparavant, ou bien avant le période du Covid, on n'avait pas de problème avec le prix des stands. Oui. La plupart des gens, parce qu'ils faisaient même des affaires. Il y a même ceux qui appelaient les autres en disant l'Ouganda, c'est le meilleur endroit pour faire des affaires. Mais avec le Covid, avec la diminution des gens qui sont venus faire des achats, on a commencé à avoir des exposants étrangers qui venaient et disaient non, il faut revenir, bien revoir le prix des stands et tout ça. Mais quand on a fait l'analyse dans notre région, on a vu que le prix n'est pas exorbitant selon la région des Grands Lacs, oui, et même la région de l'Afrique de l'Est. Mais ce qu'on pense à faire, c'est qu'avec cette expo qui va nous donner l'image de la reprise économique, on va s'asseoir ensemble parce que nous aussi on fait le business, mais surtout on attire les gens au Rwanda. On va voir s'il y a lieu à changer les prix. Mais ce qu'on a vu, c'est que la demande de diminution des prix, ça concerne surtout cette période de Covid, là où les affaires ne marchaient pas comme il fallait. Oui. Et M. Théoneste, pour terminer, quelle est votre vision dans l'avenir, cette exposition internationale qui fête 25 ans? Qu'est-ce que vous prévoyez dans l'avenir? Dans l'avenir, on avait amorcé même ça dans les années passées. On pense avoir un endroit pour les expos qui est adéquat pour tous les expos qui peuvent avoir en Afrique. Beaucoup plus large. Hein? Plus large et surtout plus perfectionné. Parce qu'il y a des genres d'expos qu'on ne peut pas voir dans l'endroit où on est actuellement. Oui. Mais on pense qu'avec les améliorations, des investissements qu'on va faire, que d'ici 25 ans, on sera le meilleur endroit pour les expos en Afrique. C'est ça notre vision. Oui. Monsieur Théoneste Nhayengerwa, vous êtes porte-parole de la Fédération rwandaise du secteur privé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi pour votre invitation parce que c'est notre plaisir de venir et discuter avec vous. Ah oui. La suite, vous restez avec nous pour suivre notre journal. Les experts dans le domaine de la culture rwandaise estiment que la jeune génération doit profiter des richesses de la culture rwandaise et y puiser des ressources nécessaires pour mieux préparer leur avenir. Cela intervient alors que le Rwanda s'apprête à célébrer la fête de la moisson le premier vendredi du mois. La moisson est une fête traditionnelle dans la culture rwandaise. Elle est son origine dans les stratégies de développement par le biais de l'augmentation de la production agricole. Dans l'histoire, depuis le règne du roi Gihanga Ngomijana à celui d'Ondahiro Kyamatare, le pays célébrait la moisson. Les festivités liées à la moisson se sont intensifiées sous le règne du roi Ruganzu II Ndori. Les historiens indiquent que la moisson peut être le pilier de l'unité, du patriotisme et de l'amour du travail parmi les Rwandais. Pour l'historien Straton Sanzabaganwa, par exemple, célébrer la moisson est un meilleur moyen d'examiner le pas franchi vers le développement du pays. La moisson, cette fête traditionnelle rwandaise, a été malheureusement supprimée sous le règne du roi Yuhi V Musinga après l'arrivée des Européens au Rwanda. Après la libération du Rwanda, les autorités du pays ont revalorisé la moisson pour renforcer l'harmonie et la concorde parmi les Rwandais.
Et c'est cette page internationale qui met fin à notre journal. Merci de l'avoir suivi. Au nom de toute l'équipe qui m'a accompagné tout au long de cette édition, Jean Damascène, Mani Chimwe, je vous souhaite de passer de très bons moments en compagnie